Vous avez déjà galéré à manœuvrer un tracteur entre les rangs de vignes? Ouais, on s'est tous retrouvés à faire des demi-tours improbables, à cramer du temps. Mais aujourd'hui, ce casse-tête pourrait bien appartenir au passé. Dans ce vignoble du Médoc, une innovation toute simple change la donne. Meilleure précision, moins de stress et des sols qui respirent mieux. Allez, installez-vous, servez-vous un verre avec modération, mais c'est l'occasion. On vous emmène sur le terrain. Salut Jérémy. Bonjour Jean-Paul. Est-ce que tu peux m'expliquer d'où est partie l'idée d'adopter ces chenilles? Donc en 2022, on a eu un souci sur le parcelle de vigne, en fait des parcelles qui étaient impraticables. Et donc on s'est posé la question, comment faire pour pouvoir arriver à traiter les parcelles? Et donc on s'est tourné sur le côté des chenilles qui nous ont apporté une portance et qui fait qu'ils ont réglé les problèmes qu'on avait de passage, quoi. Alors justement, tu as un petit peu de recul aujourd'hui. Quel bilan? Le bilan est que positif en fait. On s'est aperçu qu'on a plus de passages, on a une portance qui est vraiment très bonne et là où des tracteurs ne passent pas, avec le chenille on passe. Alors ce que je vois, c'est qu'ici on est en vigne étroite. Ça arrive à bien tourner aussi dans les fourrières? Oui. En fait on a des tournes qui peuvent être très étroites, du 50 à 6 mètres de largeur et la chenille permet vraiment de travailler sur un espace très réduit. En fait, on tourne presque sur place. Et en matière d'entretien? En entretien, c'est très fiable, franchement. On est très surpris. On a été très bien suivi aussi, faut le dire. Et en termes d'entretien, en fait, un bon graissage. Et vraiment, il n'y a aucun problème sur les chenilles, quoi. Alors, on le sait, il a fallu beaucoup utiliser le matériel l'an passé parce qu'il a plu beaucoup. C'est les chenilles d'origine? C'est les chenilles d'origine, oui. On les a montées en 2022. Depuis, on a changé quelques roulements. Mais sinon, c'est exactement les chenilles de... Ouais. Elles ont fait de la route et autant du travail. Ça pourrait représenter à peu près, je pense, plus de 1000 heures, oui. Ah oui. Jérémy, et pour la conduite, comment ça se passe? Pour la conduite, il n'y a aucun inconvénient. On travaille exactement comme si on avait des roues. La chenille permet de braquer sur place et n'a aucune contrainte par rapport à ce qu'on pourrait avoir avec des roues, quoi. Merci beaucoup Jérémy. Merci à toi. Allons maintenant à la rencontre de Claude Gauthier, le dirigeant du fabricant Eder 49, qui va nous livrer tous les secrets de ce matériel étonnant. Claude, il faut que tu m'expliques le principe. Le principe de l'alternative track, c'est donc de remplacer la roue, d'où le nom alternative track. On met la roue, on met la chenille, on met la roue, on met la chenille. Bon, au fil des jours, on s'aperçoit que quelques clients peuvent garder la chenille toute l'année et faire des travaux de travail du sol avec la chenille, alors que nous, on l'avait surtout prévu pour les travaux humides et les travaux de portance. Alors, le concept de ce train chenillé, c'est donc d'augmenter la surface de portance et entre la chenille et le pneu, on a grosso modo un coefficient multiplicateur de 3,85. Ce concept présente 3 largeurs de chenilles de 320 mm, 360 mm, 400 mm et 500 mm. Le principe en même temps, c'est un bras articulé qui suit le sol et on se débrouille au montage pour que l'avant et l'arrière aient à peu près la même longueur de manière à ce qu'il n'y ait pas un bras de levier qui soit plus fort que l'autre. Et donc de récupérer toute la surface portante pour diminuer le poids au centimètre carré. Et donc aujourd'hui, on est avec des engins qui arrivent à 10 tonnes. Avec des chenilles de 320 mm, on a donc en gros 1,50 m de portance en longueur de portance par chenille. Bon Claude, je te connais bien, ça fait des années que tu travailles sur les chenilles, ça fait toute ta carrière dans l'agriculture. J'ai une question à te poser. Pourquoi aujourd'hui des châteaux du Bordelais ou d'ailleurs viennent acheter à toi des chenilles alors qu'il y a énormément de constructeurs? C'est vrai que ça fait quand même assez longtemps que je suis dans le milieu agricole. Assez longtemps que je suis dans la chenille, où j'ai été directeur d'usine de caoutchouc, fabricant de chenilles à Lille. Et je souhaitais, dans début de ma retraite, revenir vers le terrain
On m'avait souvent exposé le problème des chenilles, notamment dans la vigne, alors qu'on avait fait jusque-là plutôt des céréales. Et donc venir dans la vigne, on avait bien évidemment à prendre en compte la largeur des rangs de vigne. Donc on ne sait pas élargir, on ne peut pas mettre comme des pneus larges. On est obligé de respecter la largeur, d'où les chenilles étroites. Et dans le même temps, un autre obstacle, c'est de respecter la prépondérance entre les roues avant et les roues arrière pour ne pas changer la configuration du tracteur. Donc dans le cas présent, on prend comme base le rayon sous charge, on le multiplie par 2 et ça nous donne la longueur développée. Alors ce faisant, très vite je me suis rendu compte que j'étais plutôt bien accueilli, très bien dans ce milieu viticole. Et aujourd'hui, on peut dire quand même que d'aller à la rencontre des clients, voir les utilisateurs, c'est très instructif. Et dans le même temps, ils adorent aussi avoir en face d'eux quelqu'un avec qui discuter. En tout cas, félicitations. Merci Jean-Paul. Pas mal, non? Mais on va reprendre un petit peu la route, car on a donné rendez-vous à un petit groupe d'agriculteurs qu'on a déjà rencontré. Dans l'émission Power Boost, nous avons de la suite dans les idées. Vous vous souvenez, il y a tout juste un an, nous avions fait un focus sur un collectif d'agriculteurs de Lyon qui s'engageait dans un projet agrivoltaïque. Où en sont-ils un an après ? Ont-ils progressé? Eh bien, rien de plus simple pour le savoir. Nous avons été directement les revoir pour leur poser ces questions. Arnaud, Alexandre, bonjour. J'étais venu vous voir l'an passé sur un projet agrivoltaïque. Moi, ça m'intéresse de voir un an après ou en année. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez me rappeler un peu les chiffres clés? Bonjour Jean-Paul, alors les chiffres clés d'il y a un an, c'était un projet qui était dimensionné de 190 hectares, une grappe de 12 parcelles concernant 9 exploitations, 14 agriculteurs, dont 3 installations, avec des projets agricoles principalement en réintroduction de l'ovin sur des systèmes grande culture. Oui, mais on le sait, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est pareil pour un projet, c'est vrai que vous avez dû le faire évoluer? Alors effectivement, Jean-Paul, on a dû faire évoluer le projet sur 2 points principaux, notamment les projets agricoles, sur les projets agricoles, et ainsi que l'intégration paysagère. L'architecte des bâtiments de France nous a demandé de retirer 4 îlots, chose qu'on a faite parce qu'on habite une commune dont le village est un des plus beaux villages de France. Arnaud, est sur le plan agricole? Sur le plan agricole, la Chambre d'agriculture nous a demandé de respecter une charte de 10 hectares par exploitant. Et c'est ce qu'on a fait. Le collectif a donc adapté le projet agrivoltaïque à la surface, tout en réussissant à conserver l'implication des 14 exploitants engagés. Il y a juste pour une installation, l'installation d'un jeune qui devra être double actif parce qu'il n'aura pas assez de surface fourragère pour avoir suffisamment de brebis. Au final, ça sera quoi les chiffres clés du projet ? Le projet reste sur de la polyculture élevage avec des poulets de chair, des poules pondeuses. 1500 ovins et aussi un projet avec les truffes. Alexandre, c'est quoi la prochaine étape? Alors la prochaine étape, c'est la suite de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire après la concertation volontaire, on va passer à la concertation réglementaire qui est l'enquête publique. Et on y croit? Bien sûr qu'on y croit, on est à fond dedans et ça avance et on est content. Arnaud, Alexandre, merci beaucoup. Tiens, on a parlé d'élevage. Et quand j'entends élevage, je pense aux moult moyens qu'il y a de réduire son empreinte carbone. Une démarche qui peut vous sembler compliquée, mais amis éleveurs, on a trouvé un truc pour vous. Quand on est agriculteur, se lancer dans le marché du carbone, ça peut faire peur. On trouve une multitude d'articles, des rapports techniques parfois complexes, mais sur le terrain, qu'est-ce qu'il en est vraiment ? La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas tout seul. Les centres d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural, on va dire CIVAM, ça tombe bien, c'est leur petit nom, ont mis en place un dispositif plutôt malin pour ne pas faire le grand plongeon en solo et sans boussole. Les CIVAM, c'est un réseau d'associations d'éducation populaire, de 120 associations dans différents départements et sur différentes thématiques en lien avec l'agriculture et l'alimentation. Le réseau des CIVAM accompagne des éleveurs et des éleveuses qui ont envie de travailler sur les questions du carbone et peu importe les productions.
c'est ce volet carbone qui va nous intéresser bien sûr. Et ne vous attendez pas à un cours magistral soporifique et déconnecté des réalités d'une exploitation. Non, avec ce découpage du territoire, on tape dans le dur, au plus proche du terrain. On part du principe que c'est les éleveurs et les éleveuses qui ont des solutions sur le terrain. Alors les éleveurs et les éleveuses travaillent avec des animateurs, des animatrices et surtout entre pairs. Donc les agriculteurs et les agricultrices se rencontrent, échangent sur les thématiques qu'ils ont envie. On travaille sur des aspects techniques, comment réduire les émissions de carbone et aussi comment les éviter. Sur une thématique particulière, on va voir tel ou tel agriculteur dans tel ou tel groupe pour aller chercher ces innovations. Pourquoi c'est applicable chez lui? Est-ce qu'on peut retranscrire des choses sur nos fermes aussi? Alors il y a une multitude de leviers plus ou moins adaptés à chaque territoire, mais l'un d'entre eux se démarque particulièrement. Alors, les leviers particulièrement efficaces pour capter du carbone, ça dépend des fermes et des productions. Mais il y a quelque chose qui est assez simple chez les élevages de ruminants. C'est finalement de remettre les vaches, les chèvres et les moutons à l'herbe par le déstockage dans les prairies, en maintenant les prairies le plus longtemps possible. Ce qui est le plus simple, il n'y a pas besoin de pétrole, il n'y a pas besoin de machines, donc c'est simplement du bon sens paysan. Ce qui est puissant dans cette démarche, c'est qu'on part du collectif pour aboutir à l'individuel. En monopolisant quelques jours dans l'année pour ces échanges, on gagne du temps en comprenant ce qui peut réellement marcher chez soi. Alors, vous, est-ce que ça vous tenterait pour passer le cap d'une démarche bas carbone? On vous laisse vous exprimer en commentaire de cette vidéo. Ciao! Et voilà, clap de fin pour cet épisode de Power Boost, ça vous a parlé, ça tombe bien, on se retrouve la semaine prochaine. Si votre soif d'innovation agricole ne peut pas tenir d'ici là, souvenez-vous, on met des vidéos chaque jour sur notre chaîne YouTube et on est pas mal actif sur les réseaux sociaux. Alors vous savez quoi faire, jetez un coup d'œil et on vous souhaite une semaine au top.